Bonjour, mon nom est Isabella Jelovac, je suis chercheur au CNRS, membre du GATT Lyon-Saint-Étienne et membre affilié à la chaire Ospinomics. Je vais vous parler maintenant des politiques qui visent à contrôler les dépenses de consommation en médicaments et en particulier les politiques de fixation des prix ainsi que les politiques de remboursement avec en filigrane la menace de déremboursement. Pourquoi est-ce qu'on veut contrôler ces dépenses pharmaceutiques? Parce qu'elles ont la réputation d'être élevées. Alors, je vous livre maintenant en vrac quelques supposés coupables de ces dépenses élevées. Premièrement, les laboratoires pharmaceutiques souhaitent, et c'est bien normal, recouper tous leurs frais de recherche et développement. En deuxième lieu, lorsqu'il s'agit de médicaments innovants, les laboratoires sont protégés par des brevets et, de fait, sont protégés de la concurrence. Et troisième chose, celui qui paye n'est pas celui qui consomme. Donc voici en vrac les trois supposés coupables des prix ou des dépenses élevées en consommation pharmaceutique. Je vais rebondir sur le dernier point, donc celui qui paye n'est pas celui qui consomme. Je vais parler donc de politiques de remboursement qui sont traditionnellement relativement généreuses dans les pays européens. Alors, il y a eu une vague dans les années 90, dans les années 2000, de limiter le taux des remboursements dans certains pays européens, et ce afin de cibler les quantités consommées. En limitant le remboursement des médicaments, on espérait rendre les consommateurs, les patients, plus sensibles au prix des médicaments et donc on espérait les inciter à consommer moins. Donc ça, c'est un effet possible. Étant donné cela, les laboratoires, s'ils voulaient maintenir leurs ventes, sachant que les consommateurs, les patients allaient être plus sensibles au prix, les laboratoires avaient tout intérêt à diminuer le prix pour maintenir les ventes. Alors, c'est une logique qui a été prouvée, au moins pour le cas de l'Allemagne, en 1992, par Nina Pavchnik. Mais ça ne vaut en toute logique pas pour beaucoup de systèmes de soins de santé. Pourquoi? Parce que cette logique ne vaut que si le prix est libre, ce qui est le cas de l'Allemagne, ce qui est le cas du Danemark, mais de très peu d'autres pays. Et c'est une bonne chose parce que ça rendrait les prix encore plus élevés que ce qu'ils ne le sont. Au lieu de cela, dans la plupart des pays, en France notamment, les prix sont réglementés, les prix sont négociés afin de mieux les contrôler. Et donc, dans le cas d'une négociation de prix, là, le remboursement, les politiques de remboursement peuvent avoir un rôle différent et peut-être plus intéressant. Alors pour comprendre cela, on va imaginer une négociation entre un régulateur et un laboratoire pharmaceutique. Le régulateur peut être, comme pour le cas de la France, le Comité économique des produits de santé, qui fixe les prix des médicaments en accord avec les laboratoires. Alors, il est important de comprendre l'enjeu de la négociation pour comprendre l'importance du remboursement. Donc, quel est l'enjeu de la négociation? Eh bien, c'est d'avoir accès au marché pour le médicament, mais ça, il l'a déjà à partir de l'autorisation de mise sur le marché, donc ça c'est fait, à un prix négocié, d'accord, mais surtout avec l'inclusion du nouveau produit pharmaceutique dans la liste des spécialités remboursables. Et là, on a un enjeu important. Donc, si on diminue le remboursement un peu trop, l'enjeu est moins important. Le laboratoire peut très bien prétendre vendre sur le marché hors remboursement au prix qu'il souhaite. Donc, si on souhaite vraiment une solution négociée, le prix a intérêt à être suffisamment intéressant pour le laboratoire afin de le décourager d'aller vendre sur le marché hors remboursement. Par contre, si le remboursement est généreux, la demande pour ce médicament sera importante, l'enjeu de la négociation sera importante pour le laboratoire pharmaceutique qui, de fait, sera, en toute logique, prêt à renoncer à une partie de son prix afin d'avoir sa spécialité incluse sur la liste des médicaments remboursables.
Oui, nous avons donc identifié une relation entre les prix et les remboursements qui est inverse à celle qu'on avait identifiée pour des prix libres et des remboursements. Donc maintenant, des remboursements plus généreux permettraient d'obtenir des prix plus faibles grâce à la négociation et à l'enjeu qui est derrière. Toute cette logique tient la route avec, en arrière-plan, la menace de ne pas inclure le médicament sur la liste des remboursables. Et c'est donc une logique très proche de celle du déremboursement. Ça revient au même. Ce qui est important là, c'est la menace du déremboursement ou la menace de ne pas inclure le médicament sur la liste des spécialités remboursables. Et donc, ce n'est pas tant le déremboursement en soi qui est important, mais la menace de dérembourser. De fait, il n'y a aucune raison de dérembourser un médicament si celui-ci apporte une réelle plus-value thérapeutique. Tout le monde y perdrait à dérembourser. Par contre, maintenir la menace du déremboursement a plusieurs vertus, notamment celle de négocier des prix plus faibles. Bonjour, mon nom est Isabella Yelovats, je suis chercheure au CNRS, membre du GATT Lyon-Saint-Étienne et membre affilié à la chaire Ospinomics. Je vais parler maintenant de politique de soins de santé qui vise spécifiquement au contrôle des dépenses de soins de santé. Et en particulier, je vais m'intéresser aux politiques de prix du médicament ainsi qu'aux politiques de remboursement avec en filigrane la menace de déremboursement. Alors pourquoi veut-on contrôler les dépenses de soins de santé? Et surtout, pourquoi veut-on contrôler les dépenses liées à la consommation de médicaments? Eh bien parce que ces dépenses ont la réputation d'être très élevées. Et je vous livre en vrac les présumés coupables de ces dépenses élevées. En premier lieu, les laboratoires pharmaceutiques souhaitent recouper leurs frais de recherche et développement. En second lieu, lorsqu'on parle d'innovation pharmaceutique, celles-ci sont protégées par des brevets et donc le laboratoire est protégé de la concurrence d'autres produits. Et en troisième lieu, celui qui consomme n'est pas celui qui paye. Ces trois choses ensemble expliquent, chacun à sa manière, qu'on ait des prix élevés, ou en tout cas des dépenses élevées. Alors je vais rebondir sur le dernier des points. Celui qui paye n'est pas celui qui consomme, pour parler des politiques de remboursement et voir leur réelle responsabilité dans les dépenses élevées en soins pharmaceutiques. Donc pour cela, je vous rappelle que dans les années 90 ou dans les années 2000, une série de pays européens qui jusque-là pratiquaient des remboursements très généreux ont décidé de limiter ce remboursement. Et ce, afin de responsabiliser les patients au prix des médicaments. D'accord? Donc, ils s'attendaient de cette manière à une diminution de la consommation. En plus, si les laboratoires comprennent que les patients sont plus sensibles au prix, les laboratoires aussi ont intérêt à diminuer leur prix afin de maintenir leur vente. Cela paraît idéal. Avec une diminution du remboursement, on peut s'attendre à une diminution de la quantité consommée, mais également du prix. Et en tout, on s'attend donc naturellement à une diminution des dépenses. Ce raisonnement ne tient la route que si l'on parle de prix libre, comme c'est le cas en Allemagne. Et de fait, cette relation entre remboursement, prix et quantité a été démontrée par Nina Pavchnik dans un papier publié en 1992. Cependant, les prix sont très rarement libres. Ils le sont en Allemagne, ils le sont au Danemark, mais dans très peu d'autres pays. Dans la plupart des autres pays, les prix sont réglementés, ils sont négociés, et c'est, on dirait, une bonne chose pour éviter qu'ils soient encore plus élevés qu'ils ne le sont. Donc, on va essayer de comprendre ce qui se passe lors d'une négociation et de comprendre le rôle de la politique de remboursement face à la négociation. Donc, pour cela, on va imaginer une négociation entre un régulateur et un laboratoire pharmaceutique. Le régulateur peut être, comme en France, le Comité économique des produits de santé qui négocie les prix des médicaments.
Alors, quel est l'enjeu de cette négociation entre le régulateur et le laboratoire? Eh bien, la mise sur le marché du nouveau médicament, soit, elle était déjà... D'abord, l'autorisation de mise sur le marché du nouveau médicament, soit, mais c'était déjà le cas depuis l'autorisation de mise sur le marché, donc une étape précédente. Cette mise sur le marché a un prix donné, négocié, d'accord, mais surtout, l'enjeu de la négociation tient à l'inclusion du nouveau médicament dans la liste des spécialités remboursables. Et là, si le remboursement est généreux, l'enjeu est important. Si par contre le remboursement est très faible, l'enjeu est tout petit, notamment pour le laboratoire pharmaceutique qui pourrait très bien prétendre aller vendre son produit en dehors du remboursement et au prix qu'il souhaite. Ce n'est pas le cas si le remboursement est élevé. Dans ce cas, on peut s'attendre à ce que la demande pour le médicament soit élevée. L'enjeu pour le laboratoire est donc très important et il sera sans doute prêt à renoncer à une partie de son prix afin de bénéficier d'un remboursement important pour son médicament. Et on a donc la logique ici qui lie le remboursement au prix. Donc, à remboursement élevé, on aura un prix négocié faible. Et c'est une relation qui s'oppose à celle qu'on avait identifiée au début entre remboursement et prix libre. Donc, dans toute cette histoire, ce qu'on a en filigrane, c'est la menace de ne pas inclure le nouveau médicament dans la liste des remboursables. Ce qui ressemble très fort à la menace de déremboursement dont on parle régulièrement en France. Ici, ce n'est pas tant le déremboursement ou la non-inclusion qui nous intéresse que la menace de déremboursement. En effet, il n'y a aucune raison de réellement dérembourser un produit qui a de réels effets thérapeutiques, une réelle amélioration du service médical rendu. Tout le monde y perdrait à le dérembourser, les consommateurs, le régulateur et le laboratoire. Par contre, il est important de maintenir la menace de déremboursement afin de l'utiliser comme un levier pour influencer les prix. Je voudrais aussi ajouter que toute cette logique a été développée maintenant pour un déremboursement total ou une non-inclusion totale dans la liste des remboursables, mais on peut très bien imaginer quelque chose de moins radical, c'est-à-dire qu'on envisage de diminuer le taux de remboursement afin d'obtenir par négociation des prix plus faibles. Ça fonctionne également même si l'ampleur sera moins importante. Merci.